Il est 20h56. Je suis à Lyon, au Stade des Lumières. Mon équipe et moi sortons de notre vestiaire et nous dirigeons vers le tunnel d'accès à la pelouse. Les deux équipes sont alignées derrière le rideau qui affiche l'énorme logo de l'équipe locale. J'ai froid, il pleut. Je sens l'odeur du feu d'artifice qui vient d'être proposé aux 54 000 spectateurs présents. Les haut-parleurs relaient les chants des supporters qui s'impatientent et je n'entends plus rien d'autre. Les caméras nous filment. Je vérifie si j'ai tout mon matériel. La montre, le sifflet, les cartons, le spray. Ce soir, je vais arbitrer le derby entre Lyon et Saint-Étienne. Et c'est bien plus qu'un match de foot. C'est une question de suprématie régionale, voire nationale. Pendant cette rencontre, je vais prendre environ 245 décisions, soit une décision toutes les 22 secondes. 45 décisions sont simples, ballon sorti, basique. Il reste 200 situations où mon leadership et ma posture vont jouer. 30 situations seront formalisées d'un coup de sifflet. Ça veut dire qu'il reste 170 décisions qui ne se voient pas et qui vont impacter la rencontre. Comme pour vous. La majorité de vos décisions ne se voient pas et impactent votre organisation. Arbitrer un match de foot, c'est faire face à plein de situations complexes, être dans l'adaptabilité constante, sans être certain de prendre la bonne décision à chaque fois. Dans ce monde actuel qui mêle volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté, qu'on appelle un monde VUCA, je vois beaucoup de similitudes entre l'arbitre de haut niveau et le dirigeant. Arbitre de haut niveau et dirigeant, nous sommes d'ailleurs soumis aux mêmes pressions. Tout d'abord, la concurrence. Nous sommes 23 arbitres en Ligue 1. Chaque décision va impacter notre classement final à l'issue de la saison. Les meilleurs deviendront internationaux ou se maintiennent. Les moins bons seront rétrogradés. Si je tombe en Ligue 2, je perds 40% de ma rémunération en moins de 15 jours. Comme pour votre organisation, la perte d'un gros marché peut mettre en danger votre stratégie. Il y a ensuite les nouveaux entrants. Ce sont ces jeunes arbitres qui nous font quatrième, qui ont les dents qui rayent le parquet, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de prendre notre place. Et quand ils nous voient arbitrer, ils se disent qu'ils ont largement le niveau. Ces nouveaux entrants, ce sont les nouveaux managers dans vos organisations, qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de prendre votre place. Et c'est là tout le dilemme. Comment faire équipe avec eux pour atteindre ces objectifs ambitieux dans un univers sous pression? Il y a ensuite les produits de substitution. C'est la vidéo dans l'arbitrage. La première fois que j'ai été appelé à l'écran pour modifier une décision, ça m'a touché dans mon orgueil. Ça m'a fait mal. Mais j'ai travaillé ma perception. Et la vidéo, c'est comme un ERP dans une entreprise. Ça nous sécurise certaines décisions et ça nous permet de nous focaliser sur notre vraie valeur ajoutée, notre leadership. Arrivent enfin les deux pouvoirs de négociation les plus forts. Pouvoir de négociation des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs. En tant qu'arbitre, mon client, c'est la Ligue du football professionnel. Il y a quelques années, lors d'un stage d'avant-saison, je discute en aparté avec celui qui était alors le directeur de la Ligue du football professionnel. « Franck, tu es un bon arbitre. Tu siffles 30,5 fautes par match, tu donnes 3,9 avertissements par rencontre. C'est trop. Je suis en train de négocier les droits télé. Il me faut plus de temps de jeu effectif, moins de joueurs suspendus pour valoriser le championnat. »
Ok, je pensais avoir compris le message. Mais quelques semaines plus tard, je rencontre le président du club local qui m'attend devant mon vestiaire. Monsieur Schneider, vous sifflez 30,5 fautes par match, vous donnez 3,9 avertissements par rencontre, ce n'est pas assez. Cette saison, je joue la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France, et j'attends de vous que vous protégiez mes joueurs. Je ne savais plus quoi penser. Comment j'allais faire parmi ces 200 situations pour savoir celle que j'allais sanctionner d'un coup de sifflet et celle que j'allais laisser passer? Je vais vous partager mes clés arbitrales pour faire de ce monde VUCA une opportunité de renforcer votre leadership. La première étape, c'est la boussole, ce qu'on appelle la raison d'être. Il y a énormément de choses sur lesquelles nous n'avons pas la main, mais nous avons la main sur notre raison d'être. Un arbitre, au fait, pourquoi est-il là? Pour donner une vision et du sens à ma fonction, j'ai travaillé ma raison d'être. C'est un mal nécessaire. Nécessaire, ça veut dire que si les joueurs pouvaient s'auto-gérer, je ne serais certainement pas là, comme dans vos organisations. Si vos collaborateurs pouvaient s'auto-gérer, certainement que vous ne seriez pas là. Un mal nécessaire, ça veut dire qu'on est rarement apprécié, voire très souvent contesté, mais qu'on permet à la rencontre de se dérouler dans les meilleures conditions. Si je voulais rendre ma raison d'être un peu plus positive, je dirais un arbitre facilitateur qui permet à chaque joueur d'exprimer son plein potentiel. Mais un mal nécessaire me convient bien. Je ne cherche pas les paillettes ni le feu des projecteurs. Et cette raison d'être me guide, même dans les rencontres les plus difficiles, à prendre des décisions très délicates. Elle me motive et me rassure. Après ma boussole, voyons comment j'avance. J'avance avec ma griffe, ma marque de fabrique, en quelque sorte. La griffe, c'est ce que les gens penseront de moi après un match, après une saison ou après une carrière. La griffe, c'est ce que les collaborateurs penseront de vous après la gestion de crise, par exemple. Ma griffe, c'est solide et juste. Solide, ça veut dire avoir un état émotionnel stable, quel que soit le contexte, quelle que soit la difficulté. Montrer qu'on va emmener tout le monde à bon port, même quand le bateau tangue. Juste, ça veut dire prendre une décision juste, quel que soit le joueur, quelle que soit l'équipe. Solide et juste, ça veut dire garder cette justesse même quand on se trompe et ne pas tomber dans la compensation, par exemple. Ça va donner confiance aux équipes et ça va justement nous permettre d'avancer dans les meilleures conditions. Pour préparer cette griffe et pour la renforcer, j'ai anticipé et j'ai travaillé ce qu'on appelle les moments de vérité. Ce sont des moments qui sont particulièrement importants et impactants dans ma fonction. La première faute sifflée, la première contestation, prendre une grosse décision alors que je n'ai pas tous les éléments pour décider, comment gérer un président et un entraîneur qui m'attendent à la sortie du terrain. Quelle image j'ai envie de renvoyer, à quel moment et comment je vais m'y prendre pour justement assurer cette image. Ça nous amène à avoir une démarche prospective et à anticiper tous ces moments qui sont importants dans notre fonction. Pour illustrer cela, il y a une citation que j'aime beaucoup, qui est « Expect the unexpected ». Et vous, quelle est votre griffe? Et que faites-vous pour la rendre visible? On a vu le cap qu'on donnait, on a vu comment on avançait. Voyons maintenant comment cela s'illustre sur le terrain, sous pression, avec quels outils. Le premier, c'est l'écoute. L'écoute de l'environnement et de ses signaux faibles. Pour illustrer ce point, je vais vous dévoiler la face cachée de France-Irlande, un match complètement VUCA, en 2009.
avec la main de Thierry Henry. Forts enjeux économiques, forts enjeux sportifs. Un arbitre dans le top 5 mondial, sur la pente ascendante. L'équipe qui marque se qualifie pour la Coupe du Monde. Il reste 17 minutes à jouer. La France marque. Au même moment, tous les Irlandais réclament une main et demandent d'annuler le but. Quand tous les joueurs d'une même équipe, au même moment, vous réclament une faute, c'est ce qu'on appelle un signal faible très très fort. L'arbitre avait l'habitude de ce genre de crise, et il avait ses process. Il est donc allé voir son assistant, et lui a demandé si le buteur avait marqué de la main. L'assistant lui a confirmé que non, et l'arbitre a conforté sa décision, et il a validé le but. Dans ce genre de situation complexe, il est important d'être à l'écoute de son environnement. Et l'information peut venir de partout, même des joueurs, à condition de les écouter. Main, oui, mais main de qui? Pas du buteur, mais du passeur. L'arbitre aurait pu challenger sa première perception, avancer étape par étape, chronologiquement, poser une question ouverte aux Irlandais. Quelle main? Quel joueur? Et si un joueur est désigné, allez voir ce joueur et lui poser une question fermée. Avez-vous fait main? Poser des questions plutôt que d'affirmer, ça paraît simple. Mais le faire sous stress, avec la pression des joueurs, la pression des caméras, c'est beaucoup plus compliqué et ça se travaille. Conséquence pour l'arbitre, fin de carrière. Après l'écoute, voyons comment je décide sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on a réfléchi en équipe qu'on va décider en équipe. Notre style de leadership et la difficulté de la situation à gérer vont faire en sorte qu'on va choisir le mode de décision. Et il est important d'assumer ça avec son équipe au départ. La particularité de l'arbitrage, c'est quand même l'instantanéité de la décision. Et ça laisse peu de place à l'improvisation. Alors je me suis amusé à conscientiser une matrice de prise de décision, comme en entreprise, en fonction de qui détient l'information. En entreprise, ça serait la personne sur site ou la personne au siège, et qui est responsable de la décision. En entreprise, ça serait le DRH pour les affaires sociales, par exemple. Donc pour l'arbitrage, un arbitre assistant est responsable des hors-jeux. S'il a vu la situation de hors-jeu, ça match, il lève le drapeau, je siffle, c'est simple. Mais lors d'une rencontre de football, comme en entreprise, il peut se passer des choses qu'on ne voit pas, dans notre dos. Alors oui, l'arbitre est responsable des pénaltys et des cartons rouges. Mais si tout le monde l'a vu sauf lui, et que son assistant, lui, détient l'information et a vu la situation, eh bien dans ce cas-là, j'ai décidé de le laisser décider. Et j'assumerai cette décision. Ça nous permet d'être plus agiles. Ça nous permet de garder un état émotionnel stable. Et ça nous permet de continuer à imprimer notre griffe. Quand on prend des décisions difficiles, il y a un enjeu qu'il faut également prendre en compte. C'est l'enjeu émotionnel des joueurs. Comme pour vous en entreprise, quand vous voulez faire un recadrage. C'est le oui à la personne, mais le non à l'acte. Ça me rappelle un samedi après-midi, au Parc des Princes, il fait beau, le stade est plein, tout le monde attend des buts et du spectacle. Avant cette rencontre, Cavani était à 99 buts. 14 minutes de jeu, Cavani marque un but. Il faut savoir qu'au football, un joueur qui marque un but et qui enlève son maillot pour fêter ça doit être averti d'un avertissement automatiquement. Le stade est en ébullition, les partenaires font la fête avec lui, les médias sont ravis. Cavani se dirige vers la tribune, enlève son maillot et le jette. Comment j'allais faire pour gérer cette situation et continuer à imprimer ma griffe?
J'avais préparé ce moment de vérité avant le match. Et plutôt que d'aller vers la tribune et d'aller voir Cavani, je me suis dirigé vers le banc de touche et je l'ai attendu. Quand il est arrivé pour récupérer son nouveau maillot, je lui ai tendu la main avec le sourire. Et sourire, c'est pas mon fort. Et lui m'a serré la main avec le sourire. Ça voulait dire bravo pour votre valeur. Le oui à la personne. Et ensuite, je lui ai mis un avertissement. Et ça voulait dire non au fait d'avoir enlevé son maillot. Il a accepté avec le sourire. Il savait à quoi s'en tenir. Et notre relation a été pérenne à chaque fois qu'on s'est revus. Ce qui aurait pu mettre en danger ma griffe a été au contraire une opportunité de la renforcer et d'être un temps fort de la rencontre. Il est 22h55. Coup de sifflet final. Je suis épuisé. J'ai beaucoup couru. Nous rentrons au vestiaire. Nous entendons le chant des supporters qui crient à la victoire de leur équipe. Ça sent la transpiration, mais ça sent surtout le travail d'équipe bien fait. Grâce à notre raison d'être et grâce à notre griffe, nous avons maintenu le cap, même quand le bateau pouvait tanguer. Nous avons conservé ce cadre que nous avons donné aux joueurs. Ce soir, l'équipe qui a gagné, c'est l'équipe des arbitres. Alors maintenant, à moi de devenir spectateur et de vous voir arbitrer votre prochaine rencontre. Je vous souhaite d'être cet arbitre facilitateur, solide et juste de vos équipes. Merci.